Bien, merci à tout le monde de s'être connecté pour ce webinaire de présentation de la vie empreinte biodiversité des entreprises de la plateforme RSE. Alors quelques mots pour présenter la plateforme RSE. Donc c'est une plateforme qui a été installée en 2013 donc auprès des services du Premier ministre et donc aujourd'hui hébergée par France Stratégie. Une plateforme qui a pour rôle de faire du dialogue et de faire des recommandations au gouvernement et puis à l'ensemble des acteurs sur la RSE et pour déployer la RSE en France. Et donc elle est composée d'un certain nombre de parties prenantes de la RSE. On retrouve d'un côté le monde de l'entreprise, le monde économique, avec des acteurs, comme vous pouvez le voir, variés, MEDEF, CPME par exemple, C3D, l'ORS, la NDRH, le Global Compact, etc. Le monde des syndicats de salariés, avec les quelques grandes centrales syndicales françaises. Le monde des ONG, où on retrouve à la fois des ONG environnementales, des ONG sur les droits de l'homme, des ONG, des associations de consommateurs. Le monde académique et de la recherche, ainsi que des associations multi-acteurs sur la RSE. Et puis enfin, les institutions publiques, où l'on retrouve par exemple l'Assemblée nationale, CCI France, la CNCDH, etc. Donc la plateforme RSE a pour vocation donc, de travailler sur des sujets qui couvrent l'ensemble des champs de la RSE, et par le passé elle a pu déjà travailler sur des questions comme l'égalité homme-femme, elle a pu travailler sur des sujets comme le climat, l'économie circulaire, travailler sur les relations donneurs d'ordre fournisseurs, sur le reporting RSE plus largement, donc sur le handicap plus récemment ou les objectifs de développement durable. Alors, plus précisément pour ce qui nous concerne aujourd'hui, donc la plateforme RSE a été saisie donc par la ministre Emmanuelle Wargon donc l'été dernier, pour justement étudier et regarder comment est-ce que les entreprises prenaient en compte les questions de biodiversité, notamment via le reporting extra-financier, et plus largement quelles pourraient être des recommandations, des bonnes pratiques à mettre en place afin de mobiliser le plus possible le monde économique sur les questions de biodiversité. Et donc suite à un travail qui a duré de septembre à décembre dernier, la plateforme RSE a formulé 10 recommandations. Et donc il faut bien avoir en tête que ce travail est un travail de consensus. Donc l'ensemble des recommandations a trouvé un consensus au sein des membres de la plateforme. Et puis avant de vous présenter un peu plus en détail l'avis, je tenais évidemment à remercier d'un côté l'ensemble des membres de la plateforme qui ont travaillé sur cet avis, l'équipe du secrétariat permanent dont fait partie Sandrine qui nous ont accompagnés dans ces travaux, et puis l'équipe de France Stratégie qui organise aujourd'hui ce webinaire. Alors, on vous propose 4 points pour présenter cet avis. Un état des lieux sur les enjeux liés à la perte de biodiversité, de rentrer un peu plus dans le détail sur les liens entre biodiversité et entreprise, de présenter les analyses que l'on a pu faire sur la place de la biodiversité dans les reportings des grandes entreprises, et puis enfin de présenter les recommandations que fait la plateforme RSE. Sandrine, si tu veux bien démarrer. Merci Sylvain. Donc, dans un premier temps, il était intéressant pour nous et important de revenir sur l'état des lieux de la biodiversité et de resituer finalement cette saisine dans le contexte national et international. Comme l'a dit Sylvain, nous avons d'abord en juillet 2018 le plan biodiversité qui a été adopté, et notamment l'axe 2 qui est de construire une économie sans pollution et à faible impact sur la biodiversité, avec un objectif notamment de mobilisation des entreprises par rapport à cette question de l'empreinte biodiversité. Donc un plan biodiversité très important dans le cadre de cette saisine. Également la stratégie nationale contre la déforestation importée qui a été adoptée en novembre 2018 et qui là encore fait appel à la mobilisation de l'ensemble des acteurs, notamment des entreprises, sur ces questions de déforestation importée. 2 grands événements à venir dans l'agenda international. Tout d'abord, le congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature qui aura lieu en juin 2020 à Marseille. C'est un congrès qui a lieu tous les 4 ans et qui regroupe l'ensemble des acteurs, de nombreux acteurs, que ce soit gouvernementaux, étatiques, ONG. Donc un moment important, notamment également une étape dans le processus de l'adoption d'un nouveau cadre mondial qui aura lieu lors de la
15e conférence des parties, qu'on appelle la COP 15, de la Convention sur la diversité biologique qui aura lieu en 2020 à Kunming, en Chine. Donc un moment important pour les enjeux de biodiversité au niveau international, que cela soit pour de nouveaux objectifs pour 2050 avec une étape à 2030 et également concernant les moyens mis en œuvre. À noter que l'IDRI et l'OFB propose notamment des rendez-vous en amont de la COP 15 justement pour discuter de ces enjeux qui sont très importants en amont de la Convention sur la diversité biologique. Donc on le voit, un contexte national et international très important et très riche cette année et qui fait écho évidemment au rapport de l'IPBES qui a été publié en 2019. C'est un rapport très important qui regroupe plus de 15 000 études, une étude au niveau international et également interdisciplinaire. Une étude qui a évidemment mis en avant le déclin alarmant de la biodiversité, que cela soit en Europe mais à l'échelle de la planète. Je cite, la nature décline globalement à un rythme sans précédent dans l'histoire humaine et le taux d'extinction des espèces s'accélère, provoquant dès à présent des effets graves sur les populations humaines du monde entier. Quelques chiffres pour illustrer, donc l'étude parle d'1 million d'espèces sur les quelques 8 millions estimés qui seraient menacées d'extinction, notamment 40% des espèces d'amphibiens, 33% des récifs coralliens, un tiers de tous les mammifères menacés. Des chiffres évidemment très alarmants. On cite notamment 680 espèces de vertébrés qui ont disparu depuis le XVIe siècle et plus de 9% de toutes les races domestiquées. Au-delà de l'aspect international et interdisciplinaire qui est important de cette étude, il faut noter la mise en valeur des savoirs autochtones et locaux, notamment dans le cadre de cette étude. Si l'étude est alarmante, toutefois, elle nous dit qu'il est encore temps d'agir et qu'il faut penser la biodiversité en corrélation avec l'ensemble des enjeux que cela soit l'eau, la nourriture, l'agriculture, le climat. Donc on le voit, un état des lieux alarmant au niveau mondial. Et en France, qu'en est-il? Il faut savoir que la France héberge 10% de la biodiversité de la planète, dont la majorité dans les Outre-mer, où d'ailleurs la biodiversité y est particulièrement menacée. On citera quelques chiffres, là encore. Sur 132 habitats reconnus d'intérêt communautaire par l'Union européenne, seuls 20% se trouvent dans un état de conservation favorable. 38% des chauves-souris ont disparu de métropole depuis 2006. 18% des espèces inscrites dans la liste rouge sont aujourd'hui éteintes ou menacées. 23% des oiseaux communs spécialistes ont disparu de métropole. Progression également des espèces exotiques envahissantes. On note notamment un chiffre, 6 espèces en plus tous les 10 ans au niveau des départements. Donc on le voit, des chiffres également inquiétants au niveau de la France, des chiffres qu'on peut retrouver également dans les études de l'environnement en France. Des facteurs clés du déclin. Donc Sylvain va revenir sur ces enjeux. Qu'est-ce qui explique notamment ce déclin de la biodiversité ? Alors aujourd'hui, on a l'habitude, et ça a été rappelé entre autres par le rapport de l'IPBES publié en 2019. Donc les principaux facteurs d'érosion de la biodiversité sont les suivants. D'une part, les changements d'usage des terres et des mers, c'est-à-dire comment le fait d'avoir un impact sur l'artificialisation, par exemple des surfaces, le fait de fragmenter des écosystèmes via des infrastructures linéaires par exemple, le fait d'avoir des changements aussi dans les usages qui peuvent être dans les zones humides ou plus largement dans les mers ou les océans. Et donc le fait d'avoir cet impact sur les territoires fortement, on voit que cela génère du déclin de la biodiversité. Le deuxième facteur d'érosion de la biodiversité a été identifié comme étant la surexploitation des ressources. Donc c'est le fait de surexploiter toutes les ressources issues du vivant. Alors on pense bien sûr à les ressources alimentaires, mais ça peut être aussi le bois, les poissons par exemple, tout un tas d'espèces, des plantes que l'on peut utiliser dans des produits. Et donc le fait d'en exploiter de manière trop importante peuvent mener à leur déclin.
Le changement climatique est un facteur d'érosion de la biodiversité, d'une part un facteur d'érosion directe, puisqu'il va changer les conditions de température, les conditions de pluviométrie auxquelles les espèces ne sont pas forcément déjà adaptées. Et puis également, ça va être un facteur d'érosion indirecte de la biodiversité, puisqu'il va agir sur les autres facteurs. Le fait peut-être de vouloir reporter la production de combustibles carbonés via des biocarburants par exemple peuvent générer de la surexploitation ou du changement d'usage des terres dans certains cas. Donc on voit que le changement climatique va avoir un impact direct mais aussi indirect. Le quatrième facteur d'érosion de la biodiversité était identifié comme étant la dissémination d'espèces exotives envahissantes, donc c'est-à-dire le fait, dans des échanges mondialisés aujourd'hui, le fait de transporter, soit en le faisant exprès, soit sans faire exprès, des espèces d'un bout à l'autre de la planète, ou même d'un bout à l'autre d'un pays par exemple, et on va avoir une espèce qui va se retrouver dans un écosystème où elle n'a pas forcément de prédateurs par exemple, et au contraire les espèces présentes ne vont pas être en capacité de se défendre lorsqu'elles peuvent les attaquer. Donc on cite souvent les frelons asiatiques par exemple en France, ou d'autres espèces de plantes qui viennent étouffer par exemple des zones humides. Et puis enfin le cinquième facteur de la biodiversité, la pollution. Bien sûr, alors on pense souvent aux pollutions de type chimique, aux perturbateurs endocriniens qui peuvent avoir un impact sur les espèces et leur reproduction, mais également d'autres types de pollution dont on entend moins souvent parler, comme la pollution lumineuse, par exemple, qui peut avoir un impact très fort aussi sur les espèces et leur capacité de développement et d'évolution. Donc, en quoi est-ce qu'évidemment nous sommes concernés par l'érosion de la biodiversité? Alors, dans ce qui est ressorti du groupe de travail, il y avait une dimension éthique importante, de se dire finalement, il y a une dimension de préserver le vivant, de préserver la vie, bien sûr, sur la planète, et donc d'avoir une approche qui ne soit pas toujours anthropocentrée, pas toujours avec une vision utilitaire. Donc ça, c'était un point fort qui est ressorti des débats. Une deuxième question, bien sûr, qui était cette fois liée à des risques pour les sociétés humaines, pour le bien-être humain, bien sûr. Et donc, on voit aujourd'hui dans les travaux de recherche internationaux que la biodiversité est placée comme un des facteurs majeurs, un des facteurs les plus importants sur l'ensemble des risques environnementaux, ce qu'on voit sur le graphique ici. La perte de biodiversité est majeure, suivie par les cycles de l'azote, du phosphore, et ensuite le changement climatique, par exemple. Donc, une place importante et un risque très très fort lié à l'érosion de la biodiversité. Et puis un risque un peu plus micro, si on redescend, pour vraiment le bien-être humain, avec une approche qui a été définie il y a une quinzaine d'années, qu'on appelle les services écosystémiques. Donc c'est-à-dire en quoi est-ce que justement la nature peut rendre des services aux sociétés humaines et même aux entreprises. Alors, pour donner quelques définitions, on parle de services d'approvisionnement, ça va être toute la nourriture, les fibres, le bois par exemple pour la construction, ou les fibres pour faire des tissus, ou l'eau douce que l'on retire de la nature, donc tous les biens tangibles, mais aussi des services de régulation, comme par exemple le fait que des écosystèmes participent à la régulation du climat global ou du climat local, mais aussi le fait que des écosystèmes participent à la purification de l'eau, bien sûr, ou le fait d'avoir des écosystèmes diversifiés qui vont limiter par exemple la propagation des maladies ou d'espèces qui sont nuisibles. C'est ce qu'on appelle des services de régulation. Et puis enfin, on parle également de services culturels. Ce sont tous les services ou les bénéfices que l'on peut retirer de la nature qui sont plus de l'ordre de l'esthétique par exemple, des loisirs, de l'écotourisme, mais aussi de l'inspiration, de l'éducation. Voilà. Et donc on se rend compte aujourd'hui que évidemment l'espèce humaine ne peut absolument pas vivre en dehors de la nature, en dehors des écosystèmes, et certains se sont même amusés à essayer de mettre des chiffres sur la valeur économique créée par ces services. Et donc une étude de l'OCDE estime une valeur de plus de 120 000 milliards de dollars. Donc on voit l'importance, ne serait-ce qu'économique, que peut avoir aussi la biodiversité. Alors pour aller un petit peu plus loin, même pour être plus précis sur les liens entre la biodiversité et les entreprises, mais évidemment une entreprise elle va avoir des relations d'interdépendance, des interactions avec la biodiversité. Alors on parle souvent d'un côté des impacts qu'il peut y avoir, que peut avoir une entreprise sur ses sites, bien sûr. Donc on parlait des pollutions par exemple, ou la fragmentation, changement d'usage des sols sur les sites qu'utilise l'entreprise. Mais elle peut aussi avoir des impacts indirects, donc sur sa chaîne de valeur,
par les matériaux qu'elle peut acheter, les ressources qu'elle peut utiliser dans ses productions, mais aussi sur la fin de vie en aval, en quoi est-ce que les produits qui peuvent se retrouver dans la nature ou avoir des impacts lors des phases d'usage des produits peuvent avoir des impacts sur la biodiversité. Donc on voit bien que sur cette question, ne serait-ce que d'impact, on a des enjeux qui peuvent être locaux sur les sites, mais aussi sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise. Et puis l'autre lien d'interdépendance avec la biodiversité va être la dépendance que peut avoir une activité économique à la biodiversité, donc par des ressources qui sont consommées, par le fait d'avoir besoin dans son processus industriel d'une eau de certaine qualité que l'on peut trouver aujourd'hui dans la nature, ou le fait d'avoir des écosystèmes préservés pour pouvoir pratiquer et proposer à ses clients des activités d'écotourisme par exemple. Et donc, une biodiversité qui se dégrade, c'est possiblement des risques physiques, des risques économiques, des risques financiers qui peuvent être générés vis-à-vis des entreprises. Et bien sûr, un point important que l'on a pu faire ressortir dans nos travaux, c'est que l'ensemble des secteurs économiques sont concernés. Toutes les activités, les grandes entreprises, mais aussi les PME, les TPE, toutes ont un lien d'interdépendance avec la biodiversité, plus ou moins direct, plus ou moins indirect, mais en tout cas, toutes les entreprises ont été concernées. Et on a mis en avant quelques éléments qui concernent 4 filières identifiées par le plan biodiversité du gouvernement, qui sont notamment bâtiments et matériaux, énergie, agroalimentaire et chimie. Donc, en 4 filières sur lesquelles on sait que le gouvernement travaille pour faire prendre en compte de manière plus importante les questions de biodiversité. Alors les entreprises se mobilisent notamment à travers différentes initiatives collectives notamment, de nombreuses initiatives portées à l'international, au niveau européen et également en France. Ce sont essentiellement des coalitions d'acteurs, des actions de recherche qui sont menées. L'association Auré a notamment publié une analyse de toutes ces initiatives à toutes les échelles. Donc il sera intéressant aussi d'observer que ce soit la plateforme Business at Biodiversity, que ce soit la plateforme française également d'initiatives en matière de biodiversité. Donc on voit de nombreuses coalitions d'acteurs également de différents secteurs. Des démarches sectorielles, on le voit avec des publications, que cela soit de guides, des outils aussi mis en œuvre par les fédérations professionnelles, que cela soit la biodiversité, les chantiers, que ce soit le Responsible Care dans le secteur de la chimie, qui propose justement des outils d'accompagnement pour les entreprises des secteurs. Également, on pourra citer des clubs également d'entreprises qui travaillent, qui réfléchissent, qui échangent des bonnes pratiques sur ces sujets. Il y a notamment le club des industries du linéaire qui échange des bonnes pratiques. Il y a le CIBI, le Conseil international biodiversité et immobilier, qui a notamment publié et utilise le label Biodiversity. Donc on le voit, des démarches sectorielles, des démarches à tous les échelons et également le développement d'outils. Alors que cela soit évidemment des normes d'application volontaire qui existent, on voit que l'enjeu biodiversité apparaît évidemment dans les normes, que ce soit les normes de management environnemental du type ISO 14001 ou l'EMAS va avoir un volet environnemental avec la prise en compte des enjeux biodiversité. Mais c'est également le développement d'autres certifications référentielles spécifiques aux enjeux de la biodiversité. Je le citais déjà, le label Biodiversity, également l'AFAC Biodiversité ou encore l'engagement biodiversité. Également des référentiels qui se posent soit au niveau de l'entreprise ou au niveau des sites, des produits développés. Également en cours des partenariats pour développer des outils de mesure, des méthodes d'évaluation et des approches comptables de la biodiversité. On citera notamment le Global Biodiversity Score de la CDC Biodiversité qui regroupe un club d'entreprises qui réfléchissent et travaillent sur cette question de l'empreinte biodiversité. Toutes ces initiatives, ces initiatives en matière de mesure de la biodiversité font l'objet justement d'initiatives d'alignement au niveau international pour travailler sur un alignement des méthodologies de ces questions d'empreinte biodiversité.
Donc on le voit, la biodiversité et les entreprises, un lien évidemment d'interdépendance qui est important. Et si vous voulez, on peut déjà prendre quelques questions avant de rentrer dans les questions de reporting extra-financier sur ces enjeux de biodiversité. Alors on nous fait part de quelques questions. Alors pourquoi la moitié de la biodiversité n'est-elle pas en risque? Alors je pense que ça fait écho au graphique qui présentait les différents risques. En fait, c'était peut-être pas très net sur le slide, mais il y a un point d'interrogation puisque aujourd'hui c'est un sujet où il n'y a pas encore d'évaluation qui ont été réalisées. Donc c'est pas qu'elle n'est pas en risque, c'est que la mesure exacte sur cet indicateur-là n'a pas encore été réalisée. Une autre question qui nous a été posée, quel est l'impact précis de la pollution liée aux déchets d'emballage plastique sur la biodiversité? Alors ce qu'on peut évoquer, sans que ce soit forcément exhaustif, mais on a pu observer, par exemple, si vous prenez des sacs plastiques, on voit qu'il y a certaines espèces dans les océans qui peuvent s'étouffer ou qui peuvent ingérer des plastiques. Par exemple, et donc ce qui peut causer la disparition d'individus. On voit aussi que certains types de plastiques, par exemple, se fragmentent dans les écosystèmes en microbilles, qui sont ensuite, elles aussi, peuvent être ingérées par des espèces et causer un certain nombre de dégâts. Il y avait une question également de Meryl sur combien de personnes ont été mobilisées pour cette étude. Alors on a évidemment, Sylvain l'a expliqué, monté un groupe de travail avec différents acteurs de la plateforme RSE. Une vingtaine d'organisations ont été au sein de ce groupe de travail. Et également des auditions ont été menées. Donc on peut citer quelques auditions qui ont été menées, notamment auprès de l'IDRI, de PE, de la CDC Biodiv, France Stratégie avec l'étude dont parlait Flavio en amont sur l'artificialisation des sols, qui est aujourd'hui disponible sur le site de France Stratégie, des fédérations, UNICEM, la FRB, Coop de France. Donc toutes ces personnes ont auditionné et le secrétariat permanent de la plateforme RSE a également rencontré des acteurs pour justement échanger sur les différents points de vue, sur les actions mises en œuvre par les entreprises, les actions qui sont portées également par les fédérations professionnelles. Donc un point important parce que nous avions les enjeux de biodiversité et les questions autour de la déforestation importée. Peut-être une dernière question qui nous a été posée. Comment peut-on limiter son impact? Alors quand on travaille sur les questions de biodiversité, on fait souvent référence à ce qu'on appelle la séquence ERC. C'est la séquence éviter, réduire, compenser, donc qui veut dire que la première action que l'on doit mener, c'est de se poser la question des impacts que l'on peut d'abord éviter. Est-ce que l'on peut, en changeant le tracé d'une infrastructure, en changeant une matière première que l'on utilise, en changeant l'usage de son produit ou de son service, comment est-ce qu'on peut peut-être déjà éviter un certain nombre d'impacts? Ensuite, s'il y a des impacts résiduels, là on peut travailler sur la réduction de son impact et puis seulement à la fin, travailler sur des logiques éventuellement de compensation pour certains impacts résiduels. Et donc, ce qui est important à avoir en tête dans une démarche de biodiversité, c'est bien de commencer dans cet ordre-là. D'abord d'essayer au maximum d'éviter les impacts, de les limiter et seulement à la fin, éventuellement, de les compenser. Une dernière ? Alors, une autre question sur est-ce que des critères de durabilité fortes ou faibles ont été posés dans l'analyse. Alors, ça fait un peu écho justement à la priorisation ce qu'on appelle les limites planétaires, et puis de sortir de l'approche peut-être un peu souvent anthropocentrée que l'on peut avoir sur les questions de biodiversité. Et donc, effectivement, c'est des questions que l'on s'est posées pendant nos travaux, et donc d'avoir bien cette double approche. Une question, je voyais une dernière question sur le rôle quel rôle pour les DRH? Peut-être qu'on pourrait y répondre dans un deuxième temps parce que là on va vous présenter finalement ce que nous avons pu observer dans notre analyse des déclarations de performance extra-financière des entreprises. Ça veut dire ce que communiquent les entreprises dans ce qu'on appelait avant les documents, les rapports RSE que l'on retrouve évidemment dans les rapports de gestion et pour les entreprises du CAC 40, les documents de référence des entreprises. Donc je vous propose tout d'abord de revenir essentiellement
sur évidemment cette étude que nous avons menée et on pourra reparler du rôle des différents départements. Donc je vais tout de suite enchaîner sur la prise en compte de l'enjeu et du risque biodiversité par les entreprises dans leur reporting RSE. Un point sur les obligations réglementaires en matière de reporting, car il y a eu une évolution du contexte normatif en matière de reporting extra-financier suite à la transposition de la directive sur le reporting extra-financier. On a vu une évolution du reporting et de l'article 225 qui demandait aux entreprises de rendre compte de leurs enjeux environnementaux et sociaux. On est passé finalement d'une approche très exhaustive de l'information à une approche fondée sur les notions de matérialité, c'est-à-dire de la pertinence de l'information pour les parties prenantes elles-mêmes et pour la société. Désormais, que doivent faire les entreprises? Les entreprises doivent, dans leur déclaration de performance extra-financière, mener une analyse des risques suscités par l'activité de la société ou créés par ses relations d'affaires. Pour chaque risque significatif, elle doit donner une description des politiques, des procédures de diligence raisonnable mises en œuvre, des résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de performance, et justifier les raisons si ce n'est pas le cas. Donc on voit bien aujourd'hui que les entreprises doivent dans leur analyse identifier ou pas si la biodiversité est un risque pertinent pour l'activité de l'entreprise, mais également par rapport à l'ensemble des parties prenantes. Elles peuvent s'appuyer au-delà du cadre réglementaire de différents référentiels de reporting. On en citera quelques-unes. La GRI, la Global Reporting Initiative, notamment a un volet environnemental avec des indicateurs en matière de biodiversité. À noter également que la CDP, qu'on appelait anciennement le Climate Disclosure Project, a développé depuis 2013 une enquête spéciale pour l'impact et l'empreinte sur les forêts à destination des entreprises également. Donc on le voit aujourd'hui, les entreprises en matière de reporting extra-financier peuvent faire appel à des outils de reporting et déployer notamment des indicateurs en lien avec ces référentiels. Donc on va peut-être tout de suite passer sur finalement les résultats de l'étude et ce que nous avons pu observer. Un petit point méthodologique, nous avons observé et étudié les entreprises du CAC 40 qui ont l'obligation de publier des déclarations de performance extra-financière, car la DPEF, évidemment, c'est pour les entreprises de plus de 500 collaborateurs et également les entreprises cotées là dans le cadre des entreprises du CAC 40. Nous avons également ouvert notre étude pour observer également des entreprises qui n'étaient pas forcément cotées, qui n'étaient pas forcément dans l'obligation d'avoir une déclaration de performance extra-financière pour s'intéresser aux actions qu'elles peuvent mener, car de nombreuses PME également mènent des actions en matière de biodiversité. Alors qu'est-ce qu'on observe? Tout d'abord, un accroissement de la prise de conscience des enjeux biodiversité, mais qui dépend fortement du secteur d'activité. On le voit aujourd'hui, 36 entreprises sur 40 mentionnent le terme biodiversité, vont avoir au minimum quelques lignes par rapport à cette thématique. Donc oui, l'enjeu est aujourd'hui identifié. Maintenant, est-ce qu'il est identifié comme risque? Là, tout de suite, quand on regardait les analyses de matérialité, c'était justement pour pouvoir identifier si la biodiversité est un enjeu pour l'entreprise et un enjeu pour les parties prenantes. Elles ne sont plus que la moitié à avoir la thématique de la biodiversité dans leur matrice de matérialité. Elles sont encore moins, finalement une petite dizaine, à identifier la biodiversité comme un risque pour le business de l'entreprise. Donc on le voit, et c'est certainement lié au fait que très peu d'entreprises mentionnent clairement l'existence de dépendance de leur activité vis-à-vis de la biodiversité. Donc ça, c'est un point très important. Finalement, elles expliquent, elles ne donnent pas en tout cas d'explication par rapport aux dépendances éventuelles qu'elles pourraient avoir vis-à-vis de la biodiversité pour mener à bien les opérations.
quelques entreprises mentionnent l'existence de comités spécifiquement dédiés aux enjeux de la biodiversité, voire l'existence de réseaux de correspondants. En général, ce sont des réseaux de correspondants en charge des questions environnementales, mais qui auront également un volet biodiversité. Là encore, cela va dépendre du secteur d'activité, avec des entreprises des secteurs, que cela soit énergie ou agroalimentaire, qui se mobilisent fortement sur ces enjeux, en tout cas qui communiquent sur cette mobilisation. Un point sur les actions menées en faveur de la biodiversité. Là encore, j'insiste, finalement, ce que l'on présente ici, ce sont les actions communiquées par les entreprises dans leur reporting. Ce ne sont pas forcément des actions que nous avons nous-mêmes vérifiées si elles étaient menées. Forcément, nous avons 4 types de grandes actions. Des actions de prévention. De prévention, on va parler des inventaires et cartographies qui sont menées, des études d'impact, des actions pour éviter, réduire et compenser les impacts. Ça, c'est une première catégorie. Des actions tout au long de la chaîne de valeur. Elles sont environ une petite dizaine à mentionner les actions qu'elles mènent tout au long de la chaîne de valeur, que ce soit en amont ou en aval de la chaîne de valeur, ça veut dire des actions menées auprès des fournisseurs. Dans ce cadre, les entreprises vont mettre en place, que cela soit des chartes, des audits auprès de leurs fournisseurs. La vraie question étant les démarches de traçabilité et de transparence. On le voit, c'est un vrai enjeu, notamment pour les entreprises du secteur agroalimentaire. La traçabilité est aujourd'hui une vraie question. Elles travaillent sur ces questions, mais elles se heurtent à des difficultés car elles ont souvent des chaînes d'approvisionnement qui se sont rallongées avec une multitude de fournisseurs. Enfin, ce sont souvent des actions de sensibilisation. Alors on les a regroupées finalement en parlant d'actions avec l'ensemble des parties prenantes. On voit les parties prenantes, ça va être les parties prenantes internes, les actions de sensibilisation et de formation menées auprès des collaborateurs. On voit un éventail d'actions qui sont menées. Cela va des ruches dans les bâtiments, cela va des formations, que cela soit en présentiel ou en e-learning, auprès de l'ensemble des collaborateurs. Des engagements publics, on le voit, les engagements publics, notamment de la direction, sont importantes, du type engagement de signature de chartes d'engagement comme Act for Nature. Des partenariats avec la recherche. De nombreuses entreprises aujourd'hui mènent des partenariats, notamment avec l'AFRB sur les questions de biodiversité. Une autre catégorie d'actions vont être les actions de mécénat pour accompagner notamment des associations au niveau local et pour les aider à mener des plans d'action au niveau local. On a également observé les actions qui étaient menées en matière de déforestation importée. Il y a finalement très peu de communication sur ces actions. On voit que c'est encore un sujet qui a besoin de gagner en maturité, en transparence, notamment les secteurs financiers et les secteurs agroalimentaires communiquent sur les actions menées où cela va être essentiellement des chartes également d'engagement public, des partenariats avec des associations locales pour mener à bien des actions et déployer des plans d'action au niveau local. On le voit, différentes actions menées ou en tout cas communiquées par les entreprises en tant que telles. Quelques constats clés, on parlait des actions menées dans le cadre de tout ce qui était des évaluations de leurs impacts. Il faut rappeler que ce sont souvent des actions menées dans le cadre légal. Donc c'est un point important à rappeler, c'est qu'elles ont l'obligation de mener ces impacts, notamment de ces études d'impact quand elles sont situées sur des sites protégés ou aux abords de sites protégés dans le cadre notamment de la directive Habitat. Ce sont des démarches souvent intégrées dans des systèmes de management environnemental. On en parlait un peu plus tôt, notamment la démarche de management ISO 14001 ou EMAS. Ce sont des actions à l'échelle des sites. On voit toute la difficulté pour des entreprises, pour des grands groupes qui ont différentes filiales et différents sites. Elles vont communiquer sur leurs actions finalement à l'échelle des sites avec une déclinaison des plans d'action au niveau local. Par contre, on a très peu d'informations sur le périmètre mis en place. Donc, elles vont communiquer sur les actions mises en place au niveau local, mais elles ne vont pas forcément préciser ce périmètre.
Les enjeux biodiversité, enfin, sont rarement présentés en interaction avec les autres enjeux environnementaux. On le voit, c'est un enjeu important, que cela soit les enjeux climatiques. Il y a finalement une présentation des enjeux et des actions menées qui sont menées en silo. Et alors que c'est un point important qui a été rappelé dans le plan Biodiv et qui a été rappelé par le rapport de l'IPBES à l'international, qu'il faut aujourd'hui penser de manière systémique l'ensemble de ces enjeux environnementaux. Donc on voit là une marge de progrès importante pour les entreprises dans la manière de communiquer sur les actions qu'elles mènent, que cela soit sur le périmètre, il y a un besoin de transparence au niveau des périmètres de leurs actions qu'elles mènent, et à travailler sur la question, sur l'évaluation de leur dépendance vis-à-vis de la biodiversité et de l'interaction qu'elles peuvent mener avec les autres enjeux environnementaux. Et je le disais un peu plus tôt, très peu d'actions finalement et d'informations par rapport à l'enjeu de la déforestation importée. Donc ça, c'est un point sur les actions menées. Nous avons observé évidemment le type d'indicateur qu'elles pouvaient utiliser. On rappelle là juste finalement une classification qui est reprise par l'UICN et qui est aussi proposée au niveau européen. 3 grands types qui nous intéressent, nous, dans notre étude, les indicateurs descriptifs, c'est-à-dire des indicateurs d'état de situation qui vont informer sur l'état d'une situation, de l'état des dépendances et des pressions à exercer. Ces indicateurs vont regrouper des indicateurs de moyens, de réalisation ou de résultats. On le verra, c'est ces indicateurs-là que l'on retrouve dans les rapport RSE. Nous avons des indicateurs de performance qui vont mesurer l'écart entre la situation actuelle et les objectifs à atteindre, et les indicateurs d'efficacité environnementale. Alors nous avons observé dans le cadre des déclarations de performance extra-financière le type d'indicateur. Alors on voit là finalement une grande diversité d'indicateurs utilisés. Vous avez quelques exemples d'indicateurs présentés, mais essentiellement ce sont des indicateurs opérationnel, de suivi, de mise en œuvre de programmes avec parfois, mais c'est encore très rare, des objectifs à court et moyen terme. Ça va être le nombre de plans d'action, ça va être le nombre de sites ayant mis en place une gestion ou un aménagement écologique, le nombre de sites ou de produits labellisés, le nombre de partenariats, le pourcentage de végétalisation conservée, le nombre de sites situés dans ou près d'une zone protégée. Donc on le voit finalement, ce sont vraiment des indicateurs que l'on appelle opérationnels, mais pas en tant que tels, des indicateurs d'impact des activités de l'entreprise sur la biodiversité. On le disait, de nombreuses expérimentations sont en cours, des entreprises travaillent pour développer des outils plus spécifiques en matière d'empreinte biodiversité. Donc les constats clés sur ces indicateurs, finalement, on a une diversité d'indicateurs, mais finalement, peu d'indicateurs quantitatifs. Ce sont généralement de l'information qualitative que l'on retrouve. Ce sont des indicateurs de suivi de plans d'action, de suivi de mise en œuvre, des inventaires, mais peu ou pas d'objectifs chiffrés en tant que tels et très peu d'objectifs à court et moyen terme. Ce qui ne permet pas non plus la comparaison sur plusieurs années. On va avoir un indicateur, mais finalement, on ne va pas avoir des indicateurs et la présentation d'indicateurs sur les années précédentes et des objectifs à venir. Les indicateurs vont être différents d'une entreprise à l'autre. On le voit, une vraie diversité qui va être très dépendante de l'activité de l'entreprise, qui ne permettent pas une comparaison évidente sur les politiques et la mise en place des actions des entreprises. Donc, et là encore, un point à améliorer était que nous avons très peu d'informations communiquées sur la méthodologie utilisée par les entreprises. En tout cas, ne communiquent pas sur ces méthodologies. Voilà pour finalement nos observations des déclarations de performance extra-financière qui nous ont amenés à la plateforme RSE à réfléchir aux recommandations que l'on pouvait avoir vis-à-vis du gouvernement, des entreprises, des fédérations professionnelles. Je vais laisser Sylvain revenir sur ces recommandations. Donc 10 recommandations que la plateforme RSE a émises. La première,
donc à destination du gouvernement français, de veiller à l'exemplarité et à la cohérence des actions de l'État, et donc ce qui passe par un certain nombre de points, d'avoir évidemment une approche qui soit en métropole, mais aussi bien sûr en outre-mer, dans l'ensemble des politiques sectorielles sur la biodiversité, et puis aussi de manière plus transversale, tout ce qui peut concerner la biodiversité, de travailler sur une identification plus précise des facteurs de pression qui concernent plus particulièrement les territoires français, en prenant en compte bien sûr les risques sur les milieux marins et les milieux humides, bien sûr, parce qu'aujourd'hui on a des évaluations mondiales, des évaluations européennes, et il nous semble important de pouvoir quantifier encore plus précisément ce qui se passe sur nos territoires pour que derrière les acteurs économiques puissent ensuite s'appuyer sur ces analyses pour orienter leurs décisions. Un travail qui peut être fait sur la réhabilitation des sols dégradés pour favoriser bien sûr la réutilisation des friches industrielles. Donc là, dans le cadre d'un des objectifs de zéro artificialisation nette par exemple. La prise en compte bien sûr de tous les facteurs importés défavorables à la biodiversité, c'est-à-dire en quoi est-ce que finalement dans notre balance commerciale, si on peut dire, il peut y avoir un export des impacts sur la biodiversité, donc d'intégrer cette dimension-là dans l'ensemble de nos relations commerciales internationales. Et puis, deux derniers points sur cette première recommandation, d'intégrer les questions de biodiversité dans les politiques d'achat public. On le sait, depuis la dernière directive européenne sur les achats publics, là, on a la possibilité de mettre en place des indicateurs, des critères environnementaux dont la biodiversité fait partie. Donc là, évidemment, il y a un levier que l'État peut utiliser. Et puis de porter la voix de la France au sein de l'Union européenne et au sein des instances internationales. Comme on l'a évoqué au tout début de cette webconférence, il y a des temps forts cette année sur lesquels la France peut peser et partager son point de vue. La deuxième recommandation que l'on fait pour le gouvernement français, donc de favoriser bien sûr l'engagement des entreprises, ce qui va passer par différents leviers d'action, de publier par exemple un guide à l'action des entreprises sur les enjeux, les outils, les indicateurs qui existent sur la biodiversité. On a pu le voir, beaucoup de choses émergent, et donc il faut évidemment les faire connaître et donner des lignes directrices claires pour favoriser la mobilisation des acteurs. Ne pas se concentrer uniquement sur un seul indicateur unique, par exemple, mais bien d'avoir une batterie d'indicateurs disponibles pour l'ensemble des entreprises et des acteurs économiques, puisqu'on se rend compte qu'en fonction des objectifs que l'on poursuit, on a la nécessité d'avoir des indicateurs différents. On peut tout à fait imaginer que pour piloter un site d'une entreprise, on ait un certain nombre d'indicateurs, et puis au niveau par exemple d'un investisseur, d'avoir cette fois des indicateurs agrégés pour analyser un portefeuille par exemple d'activités. De mieux faire connaître les obligations qui concernent les entreprises. Alors certaines ont été remontées dans nos travaux. On va donner l'exemple du protocole de Nagoya, le protocole d'accès et partage des avantages liés à la biodiversité, qui concerne par exemple les secteurs de la cosmétique, les secteurs de la santé aussi, dont font partie beaucoup de TPE, PME, et dont il y a un accompagnement nécessaire sur ces volets-là. Et puis de favoriser des programmes de formation dédiés aux dirigeants et aussi aux collaborateurs pour qu'il y ait une bonne appropriation de ces questions de biodiversité et derrière la prise d'engagement. La troisième recommandation pour le gouvernement français, développer la recherche et la connaissance sur la biodiversité, bien sûr. On le voit, comme dans toutes les disciplines scientifiques, on a besoin d'affiner les connaissances. Et donc, un point important sur le financement de la recherche, sur le développement des connaissances, et puis d'intégrer les questions de biodiversité de manière encore plus importante dans l'éducation et l'ensemble des cursus de formation. La quatrième recommandation que l'on a faite est à destination, cette fois, des entreprises. Donc, d'intégrer les enjeux de biodiversité dans leur stratégie, et c'est important de bien le porter à ce niveau-là. Donc de s'engager au plus haut niveau et avec une approche transversale. Pourquoi ? Puisque la biodiversité n'est pas un sujet RSE, mais c'est bien un sujet de stratégie d'entreprise. Quand le service, par exemple, de design va concevoir un produit, il faut se poser la question de quelle matière on peut choisir, de comment est-ce qu'on va faire les usages des produits et des services. Et donc là, les questions de biodiversité doivent être intégrées. La même chose dans les services achats, par exemple, quand on va sélectionner des matières premières, etc. Donc il faut bien avoir une approche transversale au sein de l'entreprise.
de travailler bien sûr sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Comme on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est une des particularités des enjeux de biodiversité, c'est qu'on a des enjeux locaux mais aussi des enjeux sur la chaîne de valeur, et donc de prendre en compte cette dimension dans les démarches biodiversité. De participer, et ça on invite toutes les entreprises à le faire, de participer aux travaux et aux expérimentations qui ont lieu en ce moment sur les questions de mesure d'impact, de définition d'indicateurs, d'engager l'ensemble des collaborateurs, je l'ai évoqué, et puis, et ça un point que l'on souhaitait souligner, de s'engager dans des initiatives telles que celle qui est portée par le ministère de la Transition écologique et solidaire, Entreprises engagées pour la nature, Act4 Nature France, donc qui donne la possibilité aux entreprises qui le souhaitent de mettre en place un plan d'action et de le faire reconnaître. Et puis enfin de participer, de développer des partenariats avec le monde de la recherche. On a cité par exemple la Fondation pour la recherche et la biodiversité, la FRB, ou d'autres universités ou labos de recherche. Deux autres recommandations à destination des entreprises, une sur l'intégration de la biodiversité dans le reporting extra-financier, donc de bien identifier, de présenter les dépendances, les impacts et les pressions que peut avoir l'activité d'entreprise sur la biodiversité, sur l'ensemble de sa chaîne de valeur bien sûr. Donc on a soulevé la question des activités et des produits. Et puis d'avoir des indicateurs qui se veulent simples, fiables, faisable et robuste, et surtout de pouvoir partager la méthodologie et de suivre son utilisation dans le temps pour pouvoir mesurer d'une année sur l'autre les progrès réalisés par l'entreprise. La sixième est un point plus particulier sur la question de la déforestation importée. Et donc, comme on a pu le voir, un point assez peu abordé aujourd'hui dans le reporting des entreprises. Et donc là, d'avoir une démarche à la fois au sein de sa propre chaîne de valeur, mais aussi de pouvoir construire des engagements collectifs pour pouvoir mobiliser des filières ou des secteurs sur ce sujet-là. La septième recommandation est à destination des investisseurs et des agences de notation, et donc évidemment on les invite à prendre en compte les questions de biodiversité. On a vu qu'il y avait un mouvement fort sur les questions du climat qui a été mené ces dernières années, donc on invite à ce que la question de la biodiversité soit prise en main au même niveau dans les analyses extra-financières qui sont réalisées, et puis d'avoir un travail commun entre le monde des investisseurs et de la finance, et puis le monde des entreprises, pour travailler sur les bons outils de mesure et de communication sur cette question. La huitième recommandation concerne les fédérations professionnelles. On l'a vu, il faut avoir des démarches qui sont sectorielles pour compléter les démarches d'entreprise. Et là, il y a un rôle fort que peuvent avoir les fédérations professionnelles pour mobiliser les entreprises de leur secteur sur les enjeux spécifiques à leur activité, de les intégrer par exemple dans les initiatives actuelles sur les labels RSE, etc. La neuvième recommandation est à destination des syndicats de salariés que l'on invite à se saisir du sujet de la biodiversité pour mobiliser bien sûr les salariés et collaborateurs des entreprises dans le cadre du dialogue social par exemple, et puis pour les entreprises concernées dans la mise en œuvre du devoir de vigilance. Et puis enfin la dernière recommandation pour les acteurs de la recherche, et donc on les invite à avoir une approche multidisciplinaire et transdisciplinaire sur les questions de biodiversité, et notamment dans les organismes de recherche et les organismes internationaux comme le GIEC ou l'IPBES. On l'a vu, hein, il faut avoir bien cette approche transversale pour traiter les questions de biodiversité. Voilà pour l'essentiel de nos recommandations. On va prendre quelques petites minutes, puisqu'on a eu de nombreuses questions qui se sont affichées à l'écran. Alors peut-être il y avait une question qui était posée sur l'éco-conception et la place de la biodiversité dans l'éco-conception. Donc il est vrai qu'aujourd'hui on a vu assez peu d'initiatives qui mettent en avant une prise en compte de la biodiversité, et pourtant moi je suis assez convaincu que ça passera entre autres par le levier de la conception, puisque c'est là où on va décider finalement de comment, à quoi répond le produit ou le service, comment il est composé, comment on le fabrique, etc. Et donc ça c'est un des leviers forts pour intégrer la biodiversité dans la stratégie de l'entreprise. On nous demandait, avons-nous des cas concrets d'expérimentation de l'intégration de l'impact sur la biodiversité dans la gouvernance d'une entreprise ou d'un territoire, et la question de l'utilisation de la comptabilité triple. Alors, on disait, il y a de nombreuses expérimentations en cours en matière d'empreinte biodiversité, et il y a également la question de la comptabilité, évidemment, qui est prise en compte. Et on pourra juste citer les travaux et l'expérimentation menée par le groupe Kering avec l'Institute for Sustainability Leadership de l'Université
de Cambridge, qui travaillent justement à travers leur compte environnement et profit sur la prise en compte des enjeux biodiv, justement dans leur comptabilité. Donc ça peut être un exemple. Je crois également que le groupe BASF, le groupe chimique, travaille également sur ces questions d'inclusion, on va dire, des enjeux environnementaux et en particulier de la biodiversité dans leur compte. Donc oui, il y a des expérimentations en cours que vous pouvez retrouver également avec les enjeux d'empreinte biodiversité sur le site de la CDC Biodiv notamment. Après, je vais noter une question sur est-ce qu'on peut avoir des indicateurs économiques? Alors bien sûr, on peut suivre l'investissement que fait une entreprise dans les questions de recherche sur la biodiversité, en R&D pour mieux éco-concevoir ses produits ou pour aménager ou gérer un site par exemple. Donc on peut tout à fait trouver des indicateurs économiques. Et puis peut-être une dernière question sur le... Alexa Simonin, que peuvent faire les salariés au quotidien pour agir à leur échelle sur leur lieu de travail? Ça rejoint un peu la question également par rapport à la DRH. C'est vrai que ce qu'on a pu observer, ce qui est important, on l'a dit, c'est que sur ces enjeux de questions de biodiversité, mais en matière de RSE de manière générale, le portage par la direction est essentiel. Il faut qu'un signal soit donné, que ça soit porté avec un engagement fort des directions, et c'est des engagements transversaux. Cela touche évidemment l'ensemble des départements, que ça va être au niveau de la conception des produits, que ça va être au niveau du marketing, on va voir en aval ensuite le travail auprès des consommateurs, et pour les collaborateurs, c'est un vrai levier également d'engagement. Tout ce qui peut être autour de la sensibilisation des collaborateurs est un point important de mobilisation des collaborateurs, et évidemment le rôle des DRH est très important dans cette mobilisation. Donc il faut avoir cette approche transverse de ces enjeux entre les différents départements. Alors peut-être une toute dernière question de Véronique. Avez-vous une analyse de comment prendre en compte la biodiversité dans le secteur des services? Alors bien sûr, on l'a évoqué tout à l'heure, tous les secteurs d'activité peuvent être concernés. Généralement, tout service s'appuie sur des supports physiques. On peut penser aux services informatiques, par exemple, une application web. Derrière, il peut y avoir des serveurs, il peut y avoir de la consommation d'énergie, il peut y avoir l'extraction de minerais pour construire les infrastructures informatiques. Donc on peut avoir ici, par exemple, des enjeux de biodiversité. Vous prenez un secteur comme le tourisme, bien sûr, les enjeux de biodiversité sont importants. Quand on veut développer l'écotourisme, il y a besoin de préserver, bien sûr, les sites. Donc dans toutes les activités de service, il peut y avoir des enjeux directs ou indirects de biodiversité, et donc des démarches à mettre en place par les entreprises. Juste un Vaya qui nous pose la question si elle connaît le cycle de séminaire sur la soutenabilité que France Stratégie a lancé, et elle nous dit s'il n'y a pas un lien à faire éventuellement sur ce cycle avec le lien des acteurs, le rapport entre l'économie et la biodiversité. Voilà, peut-être une conclusion pour ouvrir un peu le champ de réflexion. Une conclusion, évidemment, l'enjeu biodiversité, on le voit, c'est toutes ces questions d'interrelation et l'approche systémique des enjeux, que ce soit des enjeux économiques, des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux, et la biodiversité. Et évidemment, on l'a revu, Sylvain a montré l'image des limites planétaires. C'est une vraie question. Je crois qu'il y a un vrai agenda au niveau international, un vrai momentum aussi sur ces questions, et un engagement de tous les acteurs. Donc le séminaire soutenabilité que je vous confie à suivre également s'intéresse aux politiques publiques, mais évidemment le rôle des entreprises comme l'ensemble des acteurs et des parties prenantes sur ces enjeux est très important, et la biodiversité est évidemment, le déclin de la biodiversité est une des limites planétaires à ne pas négliger, et qui est pour le coup une limite physique très concrète. Merci à tout le monde pour avoir suivi ce webinaire, et donc vous retrouverez l'ensemble des rapports de la plateforme RSE sur le site de France Stratégie, et puis nos prochains travaux à la plateforme RSE concernent les questions de responsabilité numérique des entreprises, et on lance également des travaux sur les labels RSE. À très bientôt. Merci beaucoup.